Et en quoi ça peut servir de source d'inspiration? Je pense que tu connais beaucoup mieux que moi oui, mais... ça. En plus, travailler un peu dessus, donc allez, tu l'expliqueras mieux que moi. Je peux le dire en une seule phrase, et tu parleras de Stephen Jay Gould, qui est peut-être plus intéressant. Non. L'hypothèse Gaïa, c'est la Terre est un être vivant. Donc c'est le titre d'un ouvrage d'un biologiste écologue qui s'appelle James Lovelock, qui considère qu'effectivement la somme des mécanismes naturels qui sont sur la planète forme un système, et que la perturbation d'une partie de ces mécanismes va changer la totalité de la physionomie de la planète. Et d'où cette métaphore de la Terre qui serait un être vivant si on la prend dans sa globalité, et si on considère l'ensemble des mécanismes que des mécanismes autorégulateurs. Je trouve que c'est pas faux, personnellement. Bon, ceci dit, quitte à lui donner une conscience, c'est peut-être aller un petit peu plus loin, quoi. Il ne va pas jusque-là. Lui, ce qui l'intéresse, c'est effectivement la capacité d'autorégulation de la Terre prise comme un système. Alors après, effectivement, il y a d'autres personnes qui le lisent et qui poussent le cran un peu plus loin, qui considèrent qu'effectivement on peut donner une espèce de conscience à la totalité planétaire, mais c'est pas l'hypothèse sur laquelle lui travaille. Là, on verse un peu dans la théologie. Mais la Terre en tant que système écologique global, ça me paraît évident. Bon, l'effet papillon, etc. Donc du coup, nous avons coupé la parole. Non, dans l'effet papillon, ce que je retrouve, c'est surtout Steve McQueen. Il n'y a que moi que ça fait rire. Non, mais vous êtes pas réveillés encore? Ah là, il y a quand même 2 ou 3 personnes dans les salles qui ont repéré le truc. Non, c'est vachement bien, c'est chouette. J'ai situé, je sais pas, il y a un recueil de novellas qui a dû se paraître l'année dernière, cette année, tiens, chez ActuSF, La Troisième Lame. Donc c'est deux approches non pas d'une écologie globale, mais plutôt d'un écosystème global, avec peut-être, dans l'un des deux, mais alors là, je laisse le lecteur responsable de ce qu'il dit. Moi, en tant qu'auteur, j'ai écrit ce que je voulais, ça n'a rien à voir avec ça. Peut-être la possibilité d'une organisation ou d'une auto-organisation entre différentes espèces pour que ça fonctionne, quoi. J'ai un peu l'impression, d'ailleurs, de temps en temps, que la planète fonctionne comme ça, la nôtre. T'enlèves un truc et tout s'effondre. Surtout si tu prends une bactérie au hasard, genre Escherichia coli. Vous en avez tous sur vous, pardon, je suis un peu mort de rire. D'ailleurs, ne me touchez pas. Ne me touche pas. Je suis très musical ce matin. Quelqu'un a une question? Pas tout de suite. Donc, pour prendre un autre exemple, qui est celui des abeilles, effectivement, enfin, si les abeilles disparaissent, c'est toute une série de cycles écologiques qui vont être forcément perturbés. Alors moi, c'est un petit peu comme ça que fonctionnent en fait mes romans, c'est-à-dire je prends un problème, qui est les abeilles, je prends un problème qui est déjà suffisamment important pour être connu de tous, et je pose ma loupe science-fiction dessus, c'est-à-dire je grossis ce problème en le projetant dans le futur, et du coup, j'arrive à créer des mondes qui seront finalement assez abordables par des jeunes lecteurs, avec une sorte d'activité monotache, si j'ose dire. Dans l'or bleu, c'est le problème de l'eau. Dans les oubliés de Vulcain, c'est une planète poubelle. Dans les manches-forêts, c'était une planète forestière qui allait être dévastée par de méchants manches-forêts, alors qu'il y avait de gentils manches-forêts, naturellement, à la surface. Mais ça, ce sont des romans. Les manches-forêts, par exemple, c'est un roman pour des lecteurs de 9-10 ans. Donc, comment envisager l'écologie globale pour des jeunes lecteurs aussi débutants en science-fiction? C'est évident que c'est impossible d'envisager une planète dans sa globalité écologique avec tous les aspects que ça supposerait de connaissances scientifiques. Donc en fait, en littérature jeunesse, assez souvent, enfin en tout cas moi, je fais des planètes monotaches, c'est-à-dire qu'il y a un problème, une problématique qui est étendue pratiquement à toute la planète, de façon à ce que mon jeune lecteur ait quand même plaisir à suivre les aventures de héros au milieu de ces difficultés écologiques, mais qu'on se polarise simplement avec un phénomène de grossissement sur un seul aspect écologique à chaque planète. Et voilà, donc bien sûr, écologie globale, c'est peut-être dans mon dernier roman, dans Charlex, que je l'ai le plus envisagé, puisqu'il est question d'une terraformation ratée,
donc c'est ce que je voulais montrer, que si on allait un jour ailleurs et qu'on voulait reconstituer un biotope suffisamment productif pour nous, pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour survivre au niveau alimentaire, agriculture, élevage, etc., comment est-ce que ça s'accomplirait, ce genre de choses? Et c'est un gros risque à courir. Qu'est-ce que ça donne une terraformation ratée? Eh bien, ça donne une planète qui crève, littéralement, parce que j'ai... Je sais pas, ça vous intéresse? Attendez. Vous pourriez faire ça avec un peu plus d'enthousiasme. Je vais vous lire ce que ça donne. Terragrogène, alors c'est pas difficile, hein, c'est Monsanto, je le dis clairement, hein, veut racheter, alors je ne l'ai pas dit dans le roman quand même, hein, je tiens pas à me faire tuer tout de suite. Terragrogène veut racheter pour une bouchée de pain les terres envahies par les épis rouges. Désespérés, les malheureux colons agriculteurs sont prêts à céder. Certains d'ailleurs ont déjà vendu. Quand Terragrogène possédera tout, nul ne sait ce que les actionnaires ont l'intention de faire de ce monde pour le mettre définitivement au banc de la Confédération. Un blackout total pour que l'échec de leur entreprise sur ce monde ne leur porte pas préjudice. Donc mon héroïne se souvenait de ce qu'avait raconté son ami agriculteur, le cycle infernal d'une terraformation faite sans principe de précaution, destruction des plantes locales par défoliation massive, installation des colons, ensemencement des plantes génoformées imposées, mutation des plantes locales, premier envahissement des champs par les parasites, herbicides vendus à prix d'or, endettement des colons, second envahissement des champs par les épis rouges réfractaires, ruine des colons qui ne peuvent plus lutter, rachat des terres à bas prix, et ensuite, se demandait-elle en s'interrogeant sur le rôle qu'elle pourrait jouer au milieu de cette catastrophe. Alors, ça se produit sur Terre à petite échelle. Moi, je l'ai mis carrément à la surface de toute la planète, quasiment. Donc, voilà, c'est parce que je veux attirer l'attention de mes jeunes lecteurs sur des points dramatiques de certains ratages sur la nôtre que je fais justement ça au niveau de toute la planète. Claude, tu voulais réagir et poursuivre? Oui, je voulais dire que Daniel n'était pas la seule à recourir à des planètes monotâches, parce que hormis Kim Stanley Robinson avec sa trilogie martienne, et encore parce que Mars est un monde assez pauvre, si l'on veut, du point de vue de la diversité, il me semble que même les autres auteurs, Frank Herbert avec Dune, c'est une planète monotâche. Dune, c'est une planète désertique. Et pour ce qui est de la série des Laconia de Brian Aldiss, il a surtout joué sur le long terme et non pas sur la diversité des paysages. On a toujours donc de ce point de vue-là une planète monotâche, parce que sinon on a vraiment un roman trop fouillé, et je crois qu'il y aurait vraiment une grosse difficulté, mis à part le fait de résumer comme tu le fais certaines situations. Je ne vois pas comment on pourrait raconter tout ça sans perdre le lecteur en cours de route. Oui, on a effectivement un petit problème en science-fiction, c'est qu'il y a des gens qui écrivent outre-Atlantique, il y a des gens qui écrivent de ce côté de l'Atlantique. Donc ce que tu dis, c'est très vrai. Alors, en ce qui concerne Brian, il est outre-Manche, pas outre-Atlantique, mais qu'importe. Mais c'est très très vrai, ils se sont concentrés sur un ou deux aspects qui étaient spécifiquement la chose sur laquelle ils voulaient travailler. Je voudrais juste te dire que Jean-Marc, dans Aqua, par exemple, a travaillé à l'échelle globale de la planète. Et c'est aussi le cas dans Exode. Et donc on peut le faire. Je vais te contredire, voilà, oui, l'autre. On peut le faire. Je pense que ça marche, oui. Et je pense que ce sera encore le cas dans la suite du troisième volume de mon triptyque. Tant que je me suis déjà suicidé. Où là, je vais décrire une Terre qui aura radicalement changé suite au changement climatique. Bon, le fameux effet Vénus dont on parle, donc l'emballement du climat qui va modifier radicalement la planète comme il s'est déjà modifié radicalement à plusieurs reprises par le passé. Donc, avec une écologie, enfin du moins un écosystème réduit peut-être à une expression beaucoup plus simple qu'actuellement. Des océans acidifiés, des températures supérieures à 100 degrés
à la surface de la planète, des vents à plus de 300 km/h, des déserts torrides, une vie peut-être souterraine foisonnante, mais très réduite à la surface. Des pôles où il n'y a plus la moindre once de glace, le niveau des océans qui a fortement monté mais qui baisse parce que les océans s'évaporent, donc un effet de serre maximum, le soleil voilé, des nuages perpétuels dans l'atmosphère. Enfin, ça va être un monde bizarre, ça va être un monde bizarre qui va plus tellement ressembler à la Terre. Et pour le coup, là, je suis vraiment obligé de voir l'écologie de la planète dans son ensemble, même si je place les aventures de mes personnages dans un petit endroit et qui vont aller d'un point A à un point B, en passant éventuellement par un point C. Et en tout cas, ils ne vont pas parcourir toute la Terre. Mais ne serait-ce que pour le petit coin où ils vivent, je suis obligé d'imaginer tout le reste.